Ça, et, et, et. Bon, les 34, je vous propose quand même qu'on commence. Donc, on est très très content, on est plein de titres, d'accueillir Adrien aujourd'hui. Adrien qui a été interne dans le service, chef dans le service, avant de partir sous d'autres cieux où il y a moins de neige qu'à Paris. Donc, il a plein de cordes à son arc. Et parmi les éléments qui l'ont intéressé, bah, ça a été en collaboration beaucoup avec Stéphane, une étude sur l'hyponatrémie en dialyse péritonéale, donc avec une étude PEP, péritonéale dialysis. Et donc, bah, on t'écoute avec grand plaisir. Si tu veux venir ici, je passerai. J'ai ça là. Ah, d'accord, on va voir. Ah, bah, ça fonctionne. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à Alexandre. Je vous écoute visiblement. Alors, moi, j'ai des bouts de neige, donc effectivement, c'est plus facile pour rouler dans la neige. Je compatis. Euh, Merci Adrien, désolé. Effectivement, je vais vous présenter les résultats de l'étude qu'on a menée, qui avait été financée par la Société de Néphro, pour essayer de comprendre un petit peu la physiopathologie de l'hyponatrémie en dialyse péritonale. C'est une étude. Alors, d'habitude, quand je fais cette présentation, je la fais avec Stéphane. Mais là, Stéphane m'a dit que non, puisque quand j'avais fait 2 heures de trajet pour venir, il fallait que je parle. Je vais faire l'intégralité de la présentation, mais en tout cas, c'est un travail qui a été fait très largement avec Stéphane et puis avec des collaborateurs dont je vous reparlerai après. Alors, faire un petit rappel sur la natrémie, rapidement, hein. Comme vous savez, bah, il est nécessaire de réguler le milieu intérieur, et notamment l'expression du sodium et de l'eau libre pour maintenir une volémie d'osmolité constante. On peut estimer l'osmolité plasmatique avec une formule, c'est la natrémie multipliée par 2, et qui permet d'intégrer les anions qui sont associés au cation, plus la glycémie, plus l'urée. Euh, et en fait, on a comme objectif globalement pas tant de réguler la natrémie que de réguler l'osmolité plasmatique, qui est normalement dans le secteur plasmatique à 300 milliosmoles par kilo, et dans le secteur intracellulaire, qui est identique, avec une composition qui est très différente, puisque dans le secteur plasmatique, on a 140 millimoles de sodium par litre, alors qu'on a 15 millimoles de sodium par litre dans le secteur intracellulaire, et inversement, il y a beaucoup de potassium dans le secteur plasmatique et très peu dans le secteur intracellulaire. Alors, comment ça se passe? Quand on mange du sel, on a immédiatement en fait, une augmentation de la l'osmolité plasmatique. Et ça, cette petite augmentation de l'osmolité plasmatique, puisque le sel est très rapidement absorbé, va être détectée par des osmorécepteurs qui sont localisés dans le cerveau au niveau des nerfs suboptiques et paraventriculaires, qui va entraîner deux choses. D'abord, on va avoir soif, et donc on va boire de l'eau, et ça va permettre du coup d'augmenter l'absorption d'eau libre. Et d'autre part, on va libérer une hormone, vous connaissez bien, qui est l'hormone antidiurétique, qui a plusieurs noms, mais c'est la même chose, ADH, hormone antidiurétique, antidiurétique hormone, vasopressine ou arginine vasopressine, AVP, c'est la même chose. Ça agit sur plusieurs récepteurs, mais surtout, ce qui nous intéresse là, c'est le récepteur B2 de la vasopressine, qui est localisé quasi exclusivement au niveau du canal collecteur et qui va entraîner sa perméabilisation, donc sa capacité à absorber de l'eau, en augmentant l'expression membranaire d'aquaporine 2 et 3, qui sont des canaux à eau qui vont permettre de réabsorber l'eau par le canal collecteur. Et donc, du coup, quand on a un gain de sodium, on va avoir une augmentation de l'absorption de l'eau qui va entraîner une augmentation du volume extracellulaire. Par contre, une normalisation de l'osmolité plasmatique, c'est la raison pour laquelle on recommande aux gens les sels quand ils ont l'hypertension artérielle. Ça ne va pas avoir d'impact sur l'osmolité plasmatique, mais ça va entraîner une baisse du volume extracellulaire avec le même mécanisme ici. Quand on perd du sodium, on inhibe la libération d'ADH, on boit moins d'eau, du coup on diminue le volume extracellulaire, mais tout ça se fait de façon iso-osmotique, puisque l'objectif principal finalement de l'organisme, sur le plan physiologique, c'est de réguler l'osmolité plasmatique. S'il y a un déséquilibre d'osmolité plasmatique entre le milieu intra et le milieu extracellulaire, c'est toxique pour les cellules, pour les membranes cellulaires, et donc ça ne doit pas arriver. Et donc cette régulation-là, elle se fait en quelques minutes. Et quel que soit l'osmole, là tu parles exactement. Ça peut être exactement. C'est ce qui fait que quand on a du glucose, on va y revenir, si on a une
non pas un gain en sodium, mais coma hyperosmolaire, plein de glucose, bah, l'osmolalité plasmatique augmente puisque la formule, c'est pas le cas de l'urée. L'urée est le transporteur de l'urée passif qui permettent à l'urée de passer du milieu intra au milieu extracellulaire de façon équilibrée. Mais c'est pas le cas du glucose, c'est pas le cas de l'eau, c'est pas le cas du sodium. Et donc, s'il y a beaucoup de glucose qui augmente dans le sang, ça va entraîner une augmentation des osmorécepteurs, donc on va avoir soif, c'est ce qui se passe dans le syndrome cardinal du diabète, on va libérer de la vasopressine, on va réabsorber de l'eau. Du coup, on va diluer le sang, la natrémie va baisser, mais l'osmolalité plasmatique est la même. Donc, ce n'est pas une fausse hyponatrémie, c'est une hyponatrémie qui est adaptée à l'osmolalité plasmatique qui, elle, est plutôt au contraire augmentée. Alors, tout ça se fait sous la régulation d'une hormone qui est la vasopressine. La vasopressine, elle est libérée par la neurohypophyse sous l'effet de plusieurs facteurs. D'une part, l'hypovolémie, l'hypotension artérielle. C'est pour ça, en fait, que ça s'appelle la vasopressine. Ça avait été identifié initialement dans le choc hémorragique, parce que quand on prend des animaux et qu'on leur fait un choc hémorragique, je vais expliquer comment on fait, ça entraîne une baisse profonde de la pression artérielle, et ça entraîne la sécrétion de vasopressine. La vasopressine, elle a deux intérêts. Elle entraîne une vasoconstriction à ces niveaux élevés de sécrétion, et elle entraîne également un effet prothrombotique. Donc, c'est une bonne hormone du choc hémorragique. Les réanimateurs utilisent un peu la vasopressine comme hormone vasopressive désormais, un peu avec la noradrénaline, etc. Donc, ça peut être sécrété là, ça peut être sécrété par une stimulation par l'angiotensine 2, ça c'est très utile parce que si on stimule le système rénine-angiotensine, on réabsorbe du sodium grâce à l'aldostérone. Mais si on réabsorbe du sodium sans réabsorber d'eau, ça augmente l'osmolalité plasmatique sans augmenter la volémie. Alors le but c'est d'augmenter la volémie, donc ça va permettre de réabsorber de l'eau en même temps qu'on réabsorbe du sodium. C'est pas l'angiotensine 2 ou l'aldostérone qui font réabsorber de l'eau, c'est bien la vasopressine. Et la dernière chose, c'est en cas d'augmentation de l'osmolalité plasmatique. Et dans ces cas-là, le principal effet physiologique, c'est une augmentation de la réabsorption d'eau par le canal collecteur, donc l'effet antidiurétique. Donc comment ça fonctionne? Eh ben, l'hormone antidiurétique, elle va aller agir ici sur le récepteur de la vasopressine, le récepteur V2, qui est un récepteur couplé aux protéines G, beaucoup de récepteurs. Et en fait, ce récepteur couplé aux protéines G, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il entraîne la sécrétion d'AMP cyclique en intracellulaire, phosphorylation d'une protéine kinase A, qui va entraîner la translocation des aquaporines 2 au pôle apical du canal collecteur. Donc là, c'est la principale du canal collecteur, et vous avez les aquaporines 2 qui vont être exprimées à la surface, et donc ça va permettre à l'eau de rentrer du secteur urinaire, finalement tubulaire, vers le secteur veineux, parce qu'il y a également des aquaporines 3 qui sont exprimées au pôle basolatéral. Et donc, quand on a une stimulation par la vasopressine, on va avoir une augmentation de la réabsorption de libre, une baisse de la diurèse et une augmentation de l'osmolalité urinaire. Donc les urines vont se concentrer. Les aquaporines 3, elles sont aussi stimulées par. Un petit peu, mais c'est pas c'est pas la connaissance, c'est pas l'élément limitant, c'est plutôt les aquaporines. D'accord, elles sont là. Ouais. Alors, c'est quoi l'hyponatrémie? L'hyponatrémie, c'est une natrémie à 135 mV par litre. Et donc, en fait, c'est une dilution du plasma. Donc, on va avoir un excès d'eau par rapport au contenu total en sodium et en potassium. Je rappelle que le potassium est plutôt en intracellulaire, mais globalement, c'est des deux ions qui sont présents en quantité très importante. Et donc, il y a deux mécanismes au niveau rénal qui peuvent entraîner une hyponatrémie. Quand c'est une hyponatrémie hypoosmolaire, c'est-à-dire celle qui nous intéresse habituellement, c'est-à-dire pas une natrémie adaptée parce qu'on a une osmolalité plasmatique normale, soit la capacité de dilution des urines insuffisante. Dans les polytypsies primaires, on boit trop d'eau et du coup, on ne peut pas diluer plus les urines qu'à un certain seuil. Finalement, on a besoin d'un peu d'osmol pour diluer les urines. Donc, si l'osmolalité urinaire est inférieure à 100 milliosmoles par kilo, on va considérer que le rein est réagit de façon adaptée à l'hyponatrémie. Ou alors, on sécrète de la vasopressine en excès. Soit ça peut être adapté, on sécrète de la vasopressine parce que, par exemple, on est en hypovolémie, on a une natriurèse basse, et comme je vous l'ai dit, l'angiotensine 2, ça stimule la sécrétion de vasopressine, donc c'est adapté, mais on réabsorbe plus d'eau que le sel, donc on a une hyponatrémie, soit de façon inadaptée dans les SIADH. Et il faut faire attention parce que l'osmolalité qu'on va mesurer, l'osmolalité plasmatique mesurée, elle prend en compte toutes les osmoles dans le plasma. Et donc, elle va prendre en compte l'urée. Alors, je vous dis, l'urée, elle traverse librement les cellules. Et ce qui stimule la sécrétion de vasopressine, c'est pas la natrémie,
c'est pas l'osmolarité selon la formule, c'est bien le gradient de différence d'osmolarité entre milieu intra et milieu extracellulaire. Donc l'urée ne rentre pas en compte, et ça on s'en rend bien compte parce que nous, quand on a des patients qui ont 60 millimoles d'urée, parce qu'ils sont en insuffisance rénale terminale, ils sont habituellement pas hyponatrémiques. Or, s'ils ont 60 millimoles de glucose, oui, là, ils vont devenir hyponatrémiques de façon adaptée. Et quand vous mesurez l'osmolarité plasmatique, là, vous mesurez l'urée avec. Donc, en réalité, quand on recommande aux gens covitateurs devant une hyponatrémie osmolarité mesurée, c'est une erreur, parce que d'abord, quand on est aux urgences, quand on a un HEGP, peut-être qu'on l'a en quelques heures, mais ah non, si, on doit attendre 24 heures. Et puis, c'est même long d'attendre quelques heures pour diagnostiquer une acétocétose. Donc, finalement, avoir une glycémie, c'est très facile à faire. Donc, c'est mieux de faire la glycémie que de faire l'osmolarité mesurée devant une hyponatrie. Donc, c'est quoi la démarche diagnostique? Ça, vous la connaissez, hein, je répète toujours aux étudiants. Donc, d'abord, on exclut les hyperglycémies et les causes d'hyponatrémie non hypotonique. Et si c'est hypotonique, et après, on réfléchit si c'est hypotonique. Et c'est là que, c'est là que intervient la question qu'on s'est posée avec Stéphane. C'est c'est quoi les causes d'hyponatrémie non hypotonique? En fait, le plus souvent, l'immense majorité des cas, c'est le glucose, parce que le glucose, on en fabrique, et donc quand on est diabétique, le glucose augmente, voilà. Les autres choses qu'on retrouve dans le tableau là, de la revue, qui est très bien faite d'ailleurs dans l'EDT, c'est qui est la recommandation de la prise en charge de l'hyponatrémie, c'est le mannitol. Le mannitol, on ne l'utilise pas, sauf quand on est en réanimation neurochirurgicale. La glycine, bon, je sais pas, le tryptophane, enfin des choses des produits de contraste hyperosmolaires qu'on n'utilise plus maintenant, et le maltose. Donc là, c'est pour ça que Nicolas a bien fait d'arriver maintenant. Puisque le maltose, dans quelles conditions est-ce qu'on est amené à avoir du maltose? Ben, jamais, sauf quand on reçoit de l'icodextrine dans son péritoine, quand on fait de la dialyse péritonéale. Donc ça, c'est les osmoles effectifs qui entraînent une augmentation de l'osmolarité et donc qui peuvent entraîner une hyponatrémie non hypotonique. Alors, l'icodextrine, c'est quoi? En fait, quand on infuse de l'icodextrine, c'est en fait le polymère de glucose. Et ces polymères de glucose, ils vont être dégradés par une amylase dans le péritoine. Ils vont être dégradés en oligosaccharides qui, eux, vont avoir la capacité d'être réabsorbés par la membrane péritonéale dans le sang. Et puis, les polymères de glucose de l'icodextrine peuvent également être absorbés. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, ces oligosaccharides, qui finissent par devenir du maltose, eux, ne peuvent pas être dégradés physiologiquement. Alors, ils peuvent être éliminés par les reins, ils peuvent être éliminés par le péritoine, mais dans le sang, ils n'ont pas de possibilité de se dégrader. Et ça, c'est des polymères de glucose. Donc, dans notre situation, et quand on regarde la démarche diagnostique, elle n'est pas adaptée à la dialyse péritonéale. Pourquoi? Parce que hyponatrémie, d'abord, exclure les causes non hypotoniques. En fait, c'est facile à dire, mais comment on fait? Le maltose, c'est effectivement une osmole efficace indosée, mais il y en a d'autres, comme l'urée, comme les toxines urémiques. Donc, si on mesure l'osmolité plasmatique, on ne sait pas qu'est-ce qui est lié au maltose, qu'est-ce qui est lié aux toxines urémiques qu'on ne va pas mesurer. Et puis le maltose qu'on ne peut pas doser en routine. Voilà. Et puis après, donc si on conclut quand même à une hyponatrémie hypotonique, parce qu'il n'y a pas de symptômes particuliers, on recommande de regarder l'osmolité urinaire. Mais en DP, qu'est-ce que ça vaut, l'osmolité urinaire d'un patient qui a un DFG à 5? Bon, ça, on ne sait pas. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été exploré jusqu'à maintenant. Ensuite, ils disent, faut regarder la concentration de sodium urinaire. Parce que si on est à moins de 30 millimoles par litre, c'est qu'on sécrète de l'aldostérone. Et je vous rappelle, si on sécrète de l'aldostérone, c'est qu'on est en hypovolémique, on a de l'angiotensine 2 qui stimule la sécrétion d'AVP. Donc c'est normal d'avoir un peu trop d'AVP. On n'est pas dans une situation de SIADH, c'est plutôt qu'on réabsorbe plus d'eau. Mais quel est l'effet de l'aldostérone et de la vasopressine sur le rein chez un patient de 5 degrés de péritonéale? On ne sait pas. Donc cette démarche diagnostique devant une hyponatrémie, qui est très bien, qui est très utile, qu'on explique aux étudiants, elle ne fonctionne pas en dialyse péritonéale. Est-ce que c'est fréquent et est-ce que c'est grave, l'hyponatrémie en dialyse péritonéale? Cette publication de PEDOX dans AJKD de l'année dernière retrouve quoi? Retrouve que l'hyponatrémie, donc avec une natrémie inférieure à 135 millimoles par litre, finalement, c'est pas si rare que ça. Vous voyez, il y avait quand même
3600 patients parmi l'ensemble des patients. Alors, je ne sais plus exactement combien ça fait plus de 20 000 quand même. Non, ça fait à peu près 20 000. Mais c'est quand même assez fréquent. Et puis même des natrémies plutôt basses. On sait que globalement, les natrémies plutôt basses, c'est aussi associé, en tout cas en population générale, à une augmentation de la mortalité. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on est sous icodextrine, mais c'était fait aux États-Unis où il y a peu de patients en fait, qui sont sous icodextrine, on voit que finalement, l'icodextrine était associée plutôt à des natrémies qui étaient plus basses. Et puis l'utilisation de diurétiques, pas tant que ça, vous voyez. L'utilisation de diurétiques, de toute façon, ils en prennent quasiment tous des diurétiques, donc bon. Et pareil, les causes classiques d'hyponatrémie, comme les antidépresseurs, les ISRS, etc., ça ne fait pas partie des facteurs de risque. L'utilisation d'icodextrine semblait quand même en être. Et d'ailleurs, quand on regardait la natrémie moyenne des patients, enfin médiane des patients qui étaient traités qui recevaient de l'icodextrine dans leur traitement dialyse péritonéale, ils avaient une natrémie qui était médiane qui était à 136 dans une 139 chez ceux qui ne recevaient pas d'icodextrine. Vous voyez qu'il y en avait très peu, hein, 2600 par rapport à 10 000 qui ne recevaient pas d'icodextrine. Est-ce qu'ils ne recevaient pas de l'icodextrine, enfin de l'extranil, parce qu'ils étaient dans une situation clinique Ça, tu as raison, on n'en sait rien. C'est une question d'habitude, en fait. Ils prescrivent très peu Mais... d'extrême. Non, parce que ceux qui les 31%. Oui, mais... Non, c'est une bonne remarque, je pense. Alors, en fait, c'est une étude internationale. Donc, il y avait aussi des centres, des pays qui utilisaient plus l'icodextrine que d'autres. C'est probablement pour ça. Mais nous, nos résultats, il y a beaucoup moins de patients, évidemment. Ils ont tous pas attention cardiaque. Ouais. Mais nous, ils ont tous de l'icodextrine. Donc, comme ça, on va pouvoir justement faire la part des choses, puisque... C'est une habitude de prescription, c'est qu'ils prescrivent peu d'icodextrine aux États-Unis, par rapport en Europe où il y a plus de 80% des patients sous l'icodextrine. Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est le. Est-ce que les indications que tu avais retenues, c'est parce qu'il y avait une indication? Elle n'était pas liée à l'icodextrine, mais aussi parce que, par exemple, il y avait une insuffisance cardiaque facile qui avait motivé la prescription des C'est possible. Faire de l'UF. C'est possible, et nous, on ne pourra pas répondre à cette question, parce que nous, ils ont tous de l'icodextrine. Mais ce que je vais vous montrer, c'est quand même que l'icodextrine, il y a des raisons de penser que ça puisse entraîner l'icodextrine. Alors, Sinon, on s'en va tout de suite. est-ce que c'est embêtant? Est-ce que c'est embêtant? Il y a plus de péritonite. Alors, ils n'expliquent pas très bien pourquoi, d'ailleurs. Il y a plus de péritonite chez les patients qui ont une hyponatrémie. Et surtout, peut-être ce qui est plus important, et qui est vrai avec, avec on va dire, un peu toutes les situations d'hyponatrémie. Et là, en fait, honnêtement, on ne sait jamais. Hein, est-ce que c'est à cause de l'hyponatrémie elle-même ou plus vraisemblablement à cause des causes de l'hyponatrémie? En tout cas, il y a plus de mortalité chez les patients qui ont une hyponatrémie que chez ceux qui ont une natrémie normale. Donc, c'est quand même embêtant, en tout cas, d'avoir une hyponatrémie. Ça veut dire que c'est au moins que c'est des patients qui sont plus à risque de mourir, voire même, est-ce que ça pourrait avoir un intérêt d'essayer de savoir pourquoi ils ont cette hyponatrémie. Et l'association entre hyponatrémie et mortalité est indépendante du traitement par icodextrine. Donc là, c'est peut-être une des réponses, c'est que finalement, ce n'était pas des patients plus graves que ça, parce que quand les patients sont hyponatrémiques en dialyse péritonéale, qu'ils aient ou non de l'icodextrine, ils ont plus de risque de mourir. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les mêmes causes, probablement. Parce qu'on va voir que l'icodextrine, elle donne des causes spécifiques à cette hyponatrémie. Alors, qu'est-ce qui avait été rapporté jusqu'à maintenant comme étant associé à l'hyponatrémie en dialyse péritonéale? C'était une plus ancienne publication de 2014. Donc, perte de fonction rénale résiduelle avec volume urinaire faible, UF journalière faible, utilisation d'icodextrine, c'était déjà connu. Hein. En fait, les producteurs d'icodextrine avaient dit quand on donne de l'icodextrine, ça baisse la natrémie de 2 à 3 millimoles par litre. Et nous, on va voir que peut-être que ça peut donner plus que ça. Ultra-infiltration importante en dialyse péritonéale, membrane à haute perméabilité, dose de dialyse élevée, dénutrition. C'était les facteurs associés, c'est ce qu'on a essayé de relever quand on a fait notre étude. Donc notre problématique, c'était que l'hyponatrémie était fréquente, associée à une mortalité significative, et c'est difficile de diagnostiquer l'hyponatrémie en dialyse péritonéale, comme je vous ai expliqué. Les explorations étiologiques de l'hyponatrémie n'ont pas été validées en dialyse péritonéale, et on ne sait pas le rôle de la vasopressine. Enfin, l'icodextrine, qui est dégradé en maltose, pourrait théoriquement, en tout cas, participer à cette hyponatrémie non hypotonique, et du coup, le traitement n'est pas par exemple, la restriction hydrique. Notre hypothèse, quand on a fait ce projet avec Stéphane, c'est que la vasopressine exerçait un effet de la régulation hydrique chez les patients dialyse péritonéale, qu'il y avait un excès de sécrétion de vasopressine qui pourrait participer à cette hyponatrémie, et utiliser la copectine pour aider au diagnostic d'hyponatrémie et peut-être guider la prise en charge thérapeutique. Alors, c'est quoi la copectine?
Pourquoi je vous parle de ça? Bon, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Non mais. Maintenant, quand je parle de la copine à Nancy, tout le monde connaît, mais. Oui, bah, c'est J'en alors. Bon, j'en parle rapidement quand même. Donc, la vasopressine, c'est une petite molécule, 1 kg d'altone, c'est une très courte demi-vie. C'est exprès, puisque j'ai dit que le métabolisme hydrique est régulé en quelques minutes, donc il faut que ce soit une hormone qui la régule, qui ait une demi-vie très courte. C'est un métabolisme qui est à la fois rénal et hépatique, c'est modifié par des protéases in vivo dans le sang et c'est éliminé par les reins. Il y a des récepteurs de la vasopressine sur les plaquettes, donc quand on dose la vasopressine, c'est très dur. D'abord parce que les concentrations sont très faibles, et ensuite parce que, comme elle s'accroche aux plaquettes, il faut très très vite centrifuger, parce que sinon ça va aller s'accrocher aux récepteurs de la vasopressine sur les plaquettes. Et ensuite, la copépine, elle, en fait, la copépine, c'est quoi? Quand vous avez un précurseur de la vasopressine, c'est pas la pré-pro-vasopressine, et quand la neurohypophyse libère une molécule de vasopressine, elle libère également une molécule de copéptine. Donc une mole de vasopressine et une mole de copéptine. Mais c'est un poids moléculaire plus élevé, c'est éliminé, on ne sait pas très bien comment d'ailleurs, on un peu par les reins. On ne sait pas si ça fait quelque chose, ça n'a pas d'action biologique connue, mais ce qu'on sait, c'est que c'est facile à doser par ELISA, pas facile, c'est dosable par ELISA de façon très robuste, et c'est très corrélé au taux de vasopressine. Donc c'est un très bon marqueur de la vasopressine. C'est même un meilleur marqueur de la vasopressine que la vasopressine elle-même, parce que quand on regarde la corrélation entre la vasopressine et entre la copépine et l'osmolalité urinaire, ben on a une corrélation qui est plus forte qu'entre la vasopressine et l'osmolalité urinaire. Alors pourtant, la copépine n'a aucun effet sur le tube et sur le canal collecteur, mais c'est simplement que c'est un dosage plus performant. Donc, qu'est-ce que ça donne dans l'insuffisance rénale? On ne sait pas ce que ça donnait en dialyse péritonéale, ça n'avait jamais été étudié jusqu'à maintenant, mais dans cette publication dans Kidney International Report, ils avaient regardé la copéptine en fonction du débit de filtration glomérulaire et en hémodialyse. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand les patients ont une fonction rénale normale, la corrélation avec la copéptine, entre la copéptine et la vasopressine, qui n'est pas notée là, mais qui est ici, voilà, elle est à 0,60, le coefficient de corrélation est à 0,60, donc c'est une bonne corrélation, c'est un bon marqueur. Quand le débit de filtration diminue, le coefficient de corrélation s'améliore même, en fait. Pourquoi? Parce que les taux de vasopressine augmentent avec l'insuffisance rénale, de même que les taux de copéptine, donc c'est plus facile de détecter la vasopressine, donc vraiment que la corrélation devient meilleure. Par contre, le rapport entre la copéptine et la vasopressine augmente avec le temps, avec la dégradation de l'IVG. Pourquoi? Parce qu'en fait, la copéptine s'accumule plus vite que la vasopressine, qui est dégradée par des enzymes. Et du coup, on peut utiliser la copéptine comme marqueur de la vasopressine chez les patients qui ont une insuffisance rénale, mais il ne faut pas le faire. Il faut le faire en les comparant à d'autres patients qui ont le même niveau de fonction rénale, parce que le rapport entre la vasopressine et la copépine évolue. Et du coup, nous, on s'est dit en dialyse périnatale, est-ce que ça va être exploitable? Parce que finalement, il y a des patients en dialyse périnatale qui ont un DFG qui peut être très variable, avec une fonction rénale résiduelle qui reste variable. Est-ce que vraiment la copépine est un marqueur fiable? Donc, c'était notre premier objectif. Est-ce que la copépine est un marqueur fiable de la vasopressine en dialyse périnatale? Ensuite, ça va nous permettre de... L'élimination urinaire de la copéptine, elle est identique, quel que soit le temps. Non, justement, elle diminue. Non, mais quel que soit le type de MRC. Ah, ça n'a pas été évalué. Ça n'a pas été évalué. Peut-être que dans ce néphrotique important, ça changerait un petit peu, je sais pas. Donc, premier objectif, c'est est-ce que la copépine est le marqueur fiable de la vasopressine en dialyse périnatale? Deuxième, est-ce que la vasopressine exerce un effet antidiurétique en dialyse périnatale? Ça, on ne sait pas. Et puis, est-ce que le maltose entraîne un effet dans la genèse de l'hyponatrémie en dialyse périnatale? Donc, pour ça, on a mené des copépédies avec des patients qui ont été suivis à l'HEGP, 25 patients suivis à l'HEGP qui ont fait 2 visites à 3 mois d'intervalle, des patients à sténoris et des patients à Manset, qui ont fait 2 visites à 3 mois d'intervalle pour la majorité des patients, où on a fait le bilan annuel de TP, on a fait l'osmolalité plasmatique, l'osmolalité urinaire, mesurée par abaissement du point de congélation, doser la copéptine en ELISA et la vasopressine par dosage radio-immunologique certifié au CEA, doser le maltose plasmatique et urinaire, ça c'est grâce à Nicolas. En fait, comment on fait? On prend du glucose, on prend comme le maltose, le maltose se dégrade en glucose. Donc en fait, on mesure la glycémie, on met une maltase, Nicolas me corrigera si c'est bêtise, on met une maltase et après on dose la glycémie. Et du coup, la différence des deux indique en fait
le taux de maltose. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça que certains automates, certains appareils de dextro anciens donnaient des résultats faux chez les patients en dialyse péritonéale, parce qu'en fait, ils dosaient à la fois le glucose et le maltose. On a calculé la tonicité, donc c'est l'osmolalité plasmatique moins l'urée, et le trou osmolaire, l'osmolalité plasmatique, moins 2 fois la natriurétique plus le glucose plus l'urée. Donc là, c'est toutes les osmoles qu'on ne mesure pas quand on fait un dosage habituel. Donc il y a 35 patients qui ont été inclus. Un, en fait, il reçoit du tolvaptan, alors on l'a exclu de cette analyse-là. Donc il en restait 34. Et puis il y en a 22 qui ont fait la deuxième visite. Il y en a 8 qui n'ont pas voulu revenir, et puis sinon, décès, chute en émo ou transplantation. La majorité des patients qui n'ont pas voulu revenir, c'est des patients qui étaient suivis dans un autre centre. Alors, c'était des patients qui étaient majoritairement des hommes, 62 ans en moyenne, qui recevaient pas mal de traitements antihypertenseurs, qui avaient un certain nombre de comorbidités. Mais globalement, c'est des patients qu'on connaît en dialyse péritonéale. Et là, l'effet ARA2 et diurétique. Alors, on a regardé on n'a pas vu d'effet des diurétiques. C'était une des questions du reviewing. Mais après, c'était compliqué parce qu'ils recevaient, comme nous, on peut faire que des comparaisons, quasiment tout le monde avait du furosémide. Donc, c'était quand même assez difficile de faire la part des choses. Et les sertants, c'est pareil, je crois, ils avaient quand même pas mal, non, donc, c'est très difficile, en fait, d'évaluer l'impact, surtout qu'on a une population qui n'est pas non plus, on n'a pas un nombre de patients, on a 34 patients, ce qui est pas mal en dialyse péritonale avec les explorations qu'on a faites, mais on pas non plus aller pousser les analyses aussi finement, notamment sur les diurétiques avec les questions de dose, en plus, et de choses comme ça. On a essayé, mais on n'avait pas de résultat très loin. Alors, ils ont une osmolalité plasmatique qui est très élevée. Probablement, d'une part, à cause de l'urée, mais elle n'est pas forcément si haute que ça, l'urée. Elle est à 21, quand même, 21 millimoles. Donc, ça contribue à l'osmolalité. Peut-être aussi des toxines urémiques, peut-être d'autres choses comme le maltose. En tout cas, les osmolalités plasmatiques qui sont élevées. Une alcoolémie qui est élevée, mais évidemment, qui est basse, pardon, mais moins basse qu'on pourrait attendre par rapport à l'osmolalité qui est très élevée. Donc, si c'était à cause de ça, en tout cas, ça ne suffirait pas à normaliser l'osmolalité plasmatique, qui est plutôt autour de 300 millismoles. Et donc, voilà, une natrémie à 136 millimoles par litre. On a sûr qu'on a une albumine autour de 36. Donc, on a dosé la vasopressine qui est à 9, qui correspond à peu près à ce qu'on attendait à ce niveau de fonction rénale, et la copétine qui était 10 fois plus élevée, également à peu près ce qu'on attend à ce niveau de fonction rénale. Je reviens juste, le nombre de pourcentage, bref, de diabétiques. Pas tant que ça. D'accord. 25%. Non, mais écoute, c'est extrait éventuellement. Enfin, j'ai vu la glycémie qui est ils sont tous très bien suivis. Ils sont tous très bien suivis. Alors, le protocole de dialyse péritonéale, il y avait la majorité des patients étaient en dialyse péritonéale automatisée, mais il y avait quand même un quart qui était en dialyse péritonéale continue ambulatoire. Ils avaient une fonction rénale résiduelle qui était estimée à 6 litres par minute, avec un KT sur V à peu près 50% assuré par le rein et 50% qui est assuré par le péritoine. Et vous voyez que quasiment tous les patients, 33 sur 34, avaient de l'icodextrine. Donc là, on n'aura pas la capacité de voir l'impact de l'icodextrine versus pas d'icodextrine. Et quasiment tous avaient des poches d'ISO, en plus, très peu avaient de l'hyper. Et un volume d'UF quotidien moyen de 250 ml par 24 heures. Alors, la première chose qu'on se posait, c'était est-ce que la copéptine, c'est un bon marqueur de la vasopressine? Pour faire ça, on a été dosé à la fois la vasopressine et la copéptine. Seulement, c'est difficile de mesurer la vasopressine, pour les raisons que je vous ai données, c'est très complexe. C'est un dosage qui dure 3 jours, en fait. Et donc, on a dû exclure 22 mesures parce que échec technique, valeur très, très extrême, hors de la gamme de détection. Mais chez eux, chez qui on avait une valeur qui était fiable, finalement, on avait un coefficient de corrélation qui était à 0,6, donc qui correspond tout à fait à celui qui avait été rapporté dans la littérature. Notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne trouvait pas d'effet de la fonction rénale résiduelle sur l'association. Donc, ce n'était pas parce que ceux qui avaient une fonction rénale un petit peu meilleure n'entraînaient pas de différence de sensibilité du dosage de la copéptine. Donc, à partir de ces résultats-là, on s'est dit que la copéptine était utilisable comme un biomarqueur de vasopressine chez les patients en dialyse péritonéale. En fait, vous voyez que le ratio entre copéptine et vasopressine, je l'ai dit qu'il était autour de 10, c'était celui qu'on attendait parce que dans la publication de Tina Tacha Reports, ils avaient montré que ce ratio est resté relativement stable en fait
jusqu'à à peu près 25 de DLG, ensuite il augmente. Et donc nous, c'était ce qui nous inquiétait, c'est qu'il augmentait de façon assez importante dans cette région-là, et donc on avait des patients qui étaient dans cette région-là. Mais finalement, on a observé un ratio qui était relativement stable entre les différents patients, et donc on pouvait légitimement estimer les taux de vasopressine grâce au taux de copeptine. Alors, qu'est-ce qui influençait ce rapport? L'idéal, en fait, c'était que rien n'influence ce rapport, donc soit un bon biomarqueur. Et là, c'était ce qu'on a trouvé. Alors, il faut se méfier des p-values sur des effectifs qui sont assez faibles, hein, mais on n'a pas trouvé de choses très importantes. L'âge, la fonction rénale résiduelle, la durée des 24 heures, l'ultrafiltration, le KT sur UV, rien de tout ça ne paraissait être très associé à ce ratio copeptine sur vasopressine, et la technique de dialyse n'était pas non plus associée à modifier le ratio copeptine sur vasopressine. Alors après, la question, c'est est-ce que, finalement, quand on a de la vasopressine, est-ce que la vasopressine exerce son effet antidiurétique en dialyse péritonéale? Ça, personne ne le savait. Donc, grâce à la copeptine, on pouvait essayer d'appliquer ça. Donc, comment on a fait? On a regardé l'osmolarité mesurée ici et la copeptine ici. Et l'osmolarité urinaire, pardon, mesurée. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que plus la copeptine augmente, plus les urines sont concentrées. Donc, c'est bien ça que fait la vasopressine, c'est qu'elle concentre les urines. Et c'est l'hormone antidiurétique, la vasopressine, donc ça diminue la diurèse, et effectivement, plus la copeptine augmente, plus la diurèse des 24 heures diminue. Donc, on constate que la vasopressine conserve cet effet antidiurétique en concentrant les urines en dialyse péritonéale. Alors, est-ce que ça marche aussi bien que dans la population générale? Pour ça, on a sollicité des collègues avec qui j'avais travaillé au Canada et chez qui on avait une cohorte de volontaires sains à qui on avait fait l'osmolarité urinaire et la copeptine. Et on a regardé ce que ça donnait par rapport aux patients, donc un DFG tout à fait normal, ils ont 20 ans, bon. Et on a regardé qu'est-ce que ça donnait en comparaison à des patients en dialyse péritonéale. Attention, parce qu'ici, l'axe, il est log transformé, donc l'augmentation de la copeptine ici, elle est très importante, hein. Mais on constate que pour des patients, des volontaires sains en vert, ils ont des taux de copeptine qui sont plus bas, des osmolarités urinaires qui sont plus élevées, parce qu'on sait qu'il y a un défaut de concentration des urines quand on a une maladie rénale chronique, et quand la copeptine augmente, il y a une pente qui est assez raide, vous voyez, pour l'augmentation, une pente assez raide, donc une corrélation assez forte entre la copeptine et l'osmolarité urinaire, c'est-à-dire que la vasopressine, elle entraîne une concentration des urines jusqu'à des niveaux de concentration qui sont très importants. Quand on est en dialyse péritonéale, ça marche, vous voyez, la pente, elle est significative, mais ça marche moins bien, on n'arrive pas à très fortement concentrer les urines en dialyse péritonéale. Alors, qu'est-ce qui était associé au taux plasmatique de copeptine? On avait le sexe en dialyse péritonéale. Le sexe féminin, ça c'est connu, c'est vrai aussi en population générale. On avait la fonction rénale résiduelle. Donc, plus la fonction rénale résiduelle est mauvaise, plus la copeptine augmente. Voilà. Et rien de toutes les autres choses, y compris les antihypertenseurs, y compris à ce moment-là, on a regardé les diurétiques. Oui, parce que tes contrôles d'air tout à l'heure, il y avait aussi des diurétiques. Non, eux, ils n'ont rien. Eux, c'est des sujets sains. Je les avais repris des patients dans l'étude qu'on avait faite sur les prématurés. Et donc, ça, c'était les sujets qui étaient nés à terme. Donc, c'est des jeunes d'entre 20 et 30 ans nés à terme au Québec. Bon, normalement, très bien. Le sirop d'érable. De glucose. Alors, quand on regarde, maintenant, après, on s'est dit, comme la vasopressine exerce un effet, peut-être qu'il y aura un rôle entre vasopressine et hyponatrémie en dialyse péritonéale. Donc, est-ce que l'hyponatrémie, il y en a beaucoup? Oui, 15 patients, 44% des patients avaient une natrémie inférieure ou égale à 135 mmol par litre. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qui peut jouer? On a dit, et les osmolins dosés, il y a le sodium. Le glucose, on a dit, finalement, il est plutôt stable. De toute façon, on l'a pris en compte dans notre calcul. L'urée ne participe pas au mouvement osmotique, un mouvement d'eau entre les cellules extracellulaires. Et donc, ce qui peut jouer, c'est le maltose. Et là, on a pu mesurer, grâce à Nicolas et son équipe, le maltose, et on a vu qu'il était mesuré à 2,67 mmol par litre en médiane. Alors, je vais revenir. Quand on regarde le lien entre osmolarité plasmatique et sodium et natrémie, on ne voit pas d'association. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. On se dit normalement, si jamais la natrémie baisse, l'osmolarité doit baisser. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas une hyponatrémie hypoosmolaire. Donc, l'hyponatrémie ne paraît pas hypoosmolaire. De même,
il n'y a pas de lien entre sodium et copeptine. Donc, c'est pas la baisse de natrémie, c'est pas une surstimulation par la copeptine. Mais par contre, il y a un lien assez fort entre la diurèse et la natrémie, qui était déjà rapporté d'ailleurs. C'est-à-dire que plus la natrémie est basse, plus la diurèse résiduelle est faible. Donc, on s'est dit probablement que si l'osmolalité ne baisse pas alors que la natrémie baisse, il y a une osmole indosée. Et cette osmole indosée, comme ce n'est pas le glucose, c'est peut-être le maltose. Donc, on a voulu savoir si c'était le cas. Et donc voilà, donc ça c'est les résultats qu'on a. Donc quand on a regardé les différents composants, on va dire, associés à l'osmolalité plasmatique. Donc je vous ai dit que l'osmolalité plasmatique, elle était très élevée, autour de 315 milliosmoles par kilo. Quand on enlève l'urée, on reste un petit peu élevé quand même, on est à 294 milliosmoles par kilo. Donc le trou osmolaire, ce qui reste à expliquer, c'est 18 millimoles par litre. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on observe du maltose? Le maltose qui va pouvoir augmenter ce trou osmolaire. D'abord, Nicolas va aussi doser le maltose dans les urines. Et donc, on observe que quand le maltose plasmatique augmente, le maltose urinaire augmente aussi. Ça, c'est plutôt logique. Mais d'un autre côté, comme le maltose est éliminé par les urines, il faut quand même être capable de fabriquer des urines pour l'éliminer. Et en fait, quand on perd de la fonction rénale résiduelle, on va avoir tendance à accumuler le maltose. Donc finalement, le maltose, les urines, c'est une façon de se débarrasser du maltose, mais comme quand la fonction rénale résiduelle diminue, ça marche moins bien, on va finir par accumuler du maltose. Et donc, qu'est-ce qui détermine la concentration de maltose dans le plasma? Effectivement, il y a une association qui est forte avec le maltose urinaire, comme je vous ai expliqué. La fonction rénale résiduelle, plus la fonction rénale résiduelle est basse, plus le maltose augmente. La diurèse diminue, plus le maltose augmente. Le KT sur V, donc quand le KT sur V diminue, le maltose augmente. Mais ça, c'est lié uniquement à la perte de clairance rénale, parce que il n'y a pas d'association entre la clairance péritonéale et le taux de maltose. Donc, ce n'est pas un problème d'insuffisance de la dialyse péritonéale, c'est plutôt un problème de perte de la fonction rénale résiduelle. Et qu'est-ce que ça a comme effet sur la natrémie? Quand le maltose s'accumule, on va avoir, donc si vous avez une augmentation du maltose ici, vous allez avoir une diminution de la natrémie. Et on a estimé qu'une augmentation de 1 millimole par litre de maltose plasmatique est associée à une baisse en moyenne de 0,6 millimole par litre de sodium. Et donc, diminuer le fait, on retrouve une association entre le maltose et le sodium, mais par contre, pas avec l'osmolalité mesurée. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, quand le maltose s'accumule, on va avoir une diminution de la natrémie pour essayer de maintenir une osmolalité identique. Donc, finalement, cette hyponatrémie en dialyse péritonéale, chez les patients qui sont sous l'écodextrine et qui reçoivent du maltose, elle doit être respectée probablement parce qu'elle est associée à une osmolalité, elle est normo-osmolaire. Mais excuse-moi, ceux qui sont donc sous icodextrine, hyponatrémie versus natrémie normale, tes taux de vasopressine sont... En fait, quel est le rapport? Parce que tu as l'impression que c'est un cercle vicieux, quoi, tout ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu l'idée. C'est que du coup, on va stimuler... Attends, je crois que je t'en parle après. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est ce que je crois que c'est ce que je parle. Donc, je vous avais présenté avant avec un gain de sodium. Mais qu'est-ce qui se passe là quand on reçoit de l'icodextrine et qu'on l'absorbe? On gagne du maltose, donc on a une augmentation de l'osmolalité plasmatique. Donc, on a stimulation des neurorécepteurs. Les osmorécepteurs, probablement que ça doit donner un petit peu de soif. D'ailleurs, on n'a pas été capable de le mesurer. Enfin, on a comme l'échelle de la soif qu'on va regarder, mais c'est très difficile à estimer. Par contre, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a plus de copeptine, en fait, dans ces cas-là, plus de vasopressine. Et du coup, on va réabsorber de l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a moins de natrémie, moins de diurèse, probablement une augmentation du volume extracellulaire dans ce contexte, mais en tout cas, une normalisation de l'osmolalité plasmatique efficace. Mais la question, c'est le cercle vicieux dont tu parles. C'est qu'en fait, baisser la diurèse, ça entraîne probablement une baisse de la fonction rénale résiduelle chez des patients qui ont déjà des diurèses qui ne sont pas très élevées, et du coup, une réaccumulation du maltose. Voilà.
Donc, c'est exactement la question qu'on se pose. Et d'un autre côté, l'écodextrine, c'est une situation, c'est un traitement qui permet quand même aussi de sortir de pas mal de situations en dialyse péritonéale. Donc, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas utiliser l'icodextrine. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la diminution de la fonction rénale résiduelle, ça associé à l'accumulation de maltose plasmatique chez les patients sous l'icodextrine, que l'accumulation de maltose est associée à l'hyponatrémie, qui est plutôt hyperosmolaire, avec une augmentation du taux osmolaire, mais pas d'augmentation de l'osmolalité mesurée ni de la tonicité. Et donc, l'accumulation de maltose, elle, par contre, stimule la sécrétion de vasopressine. Donc, ça va permettre de maintenir l'osmolalité plasmatique efficace et de favoriser l'hyponatrémie, qui n'est peut-être pas un problème, mais surtout une baisse de la diurèse et une perte de la fonction rénale résiduelle. Donc, là-dessus, quelle est l'association qu'on peut expliquer avec la mortalité des péritonites? C'est-à-dire que nous, on n'a pas été capable, avec 35 patients, d'estimer ça, mais c'est vrai que ça semble être associé à une augmentation de la mortalité. Et la conclusion, c'est que c'est très difficile de diagnostiquer une hyponatrémie chez un patient de dialyse péritonéale, parce que l'osmolité plasmatique, c'est difficile d'interprétation. Il y a d'autres osmoles qui sont mesurées, des osmoles non efficaces, comme l'urée, l'hydroxydémique, et des osmoles qui sont efficaces, comme le maltose, qui n'est pas dosable en routine. Et pour autant, on ne va pas faire le même diagnostic. C'est-à-dire que si c'est une hyponatrémie sur je sais pas, un SIADH, il faudra mettre en restriction de rythme, mais là, il ne faut surtout pas mettre ces patients en restriction de rythme, puisqu'ils sont en fait plutôt dans un état hyperosmolaire. Donc voilà. Donc pour faire ce travail, on a travaillé beaucoup avec Stéphane, évidemment. Donc merci beaucoup. Et puis on a travaillé avec les équipes de dialyse péritonéale de Saint-Maurice et de Bicêtre, avec Nicolas, merci à lui, et puis Zayan Adour qui travaille avec Nicolas sur le dosage du maltose, Stéphanie Baron qui faisait les dosages de l'osmolalité, Antonin Guinguet qui faisait les dosages de la copépine à Cochin, Mathilde Calc qui travaille au CEA et qui a fait les dosages de la vasopressine. Et on a récupéré aussi les données donc, de Montréal pour les donner chez les patients, chez les volontaires. Voilà. Pour votre travail. S'il y a des questions, vas-y. Non, mais donc, il faut leur mettre du tolvaptan. Alors, je pense pas. En fait, c'est ce que je pensais avant. Mais maintenant, je pense pas, parce que si on met du tolvaptan alors qu'ils sont hyperosmolaires, Là, pour moi. La vasopressine, elle est quand même augmentée chez eux. Oui, mais justement, mais en fait, c'est comme si tu mettais du tolvaptan chez un patient qui a une déshydratation, tu vois, ou chez un patient. C'est comme si tu voulais mettre. Pour moi, c'est comme si on mettait du tolvaptan à un patient qui est en coma hyperosmolaire sur un diabète décompensé. Le problème n'est pas la vasopressine. La vasopressine, la sécrétion est adaptée. Le problème, c'est l'osmol indosé, en l'occurrence, qui est le maltose. Je pense que la question, là, dans ces cas-là, c'est est-ce qu'il faudrait voir peut-être à réduire la dose d'icodextrine ou arrêter l'icodextrine. Mais le tolvaptan, à mon avis, ce serait dangereux dans ce contexte, en fait. Tu remplacerais l'hypodextrine par du 3,86 pour faire de l'UF? De l'hyper, en tout cas, on sait que le glucose sera métabolisé mieux que le maltose. Donc ça, C'est sûr que je reviens quand même au tolvaptan, parce que si tu mets du tolvaptan, tu vas aussi éliminer quand même t'augmentes ton volume urinaire, donc tu élimines quand même ton maltose, Si ça marche pour augmenter le volume urinaire, oui. Normalement, à la limite, on pourrait peut-être dire dans ce cas-là plutôt mettre du furosémide, peut-être, parce que mettre oui, ils l'ont déjà. Parce que mettre du tolvaptan, non mais nous au début on voulait faire ça pour dire voilà, on va mettre comme ça du tolvaptan, mais on se retrouve avec des hyponatrémies hyperosmolaires. Donc typiquement, c'est pas les situations où normalement on va mettre du tolvaptan, mais c'est vrai qu'on a essayé de mettre du tolvaptan, ça marche pas très bien, mais on a essayé de mettre du tolvaptan dans les insuffisances cardiaques avec l'hyponatrémie, ça marche assez bien pour corriger l'anatrémie. Mais moi, si je devais faire du tolvaptan en dialyse péritoniale chez les patients hyponatrémiques, je les ferais chez des patients comme ça, je commencerais par des patients qui n'ont pas de taux de maltose très élevé, quoi. Et est-ce que on sait si l'hyponatrémie hyperosmolaire, elle a les mêmes dangers que l'hyponatrémie? Parce qu'en fait, là, je ne comprends pas bien pourquoi on veut absolument la corriger. C'est ce que je dis, en fait. C'est ce que je dis, en fait, c'est que je pense qu'il ne faut pas la corriger. En fait, je pense, mais le problème, c'est de la diagnostiquer, c'est d'identifier. Comment savoir que c'est une hyponatrémie qui n'est pas hypoosmolaire? C'est très difficile, puisque c'est des patients qui sont tous hyperosmolaires quand on mesure l'osmolité plasmatique. Mais d'un autre côté, il y en a qui ont quand même une osmolité plasmatique efficace qui est probablement basse.
puisqu'il y a plein de patients qui ne sont pas sous icodextrine et qui sont quand même hyponatrémiques. Et eux, probablement que c'est des hyponatrémies hypoosmolaires. Et donc, Mais c'est que celles-là qui sont associées à une mortalité augmentée. non, parce que dans l'étude de PEDOPS, là, je ne sais pas si tu l'as retrouvé rapidement, mais il disait que l'on soit traité par icodextrine ou pas par icodextrine, dans les deux cas, on avait une augmentation de la mortalité. C'est là. Vous voyez, dans le sous-groupe icodextrine versus non icodextrine, il n'y avait pas d'interaction. L'augmentation de la mortalité, il était similaire, il était même peut-être un peu augmenté. Mais est-ce que c'est pas forcément la cause de l'hyponatrémie elle-même? C'est peut-être que la membrane est plus perméable. C'est peut-être aussi que ce pas les mêmes indications des patients qui sont sous icodextrine versus ceux qui ne sont pas sous icodextrine, même si c'est quand même fait, c'est quand même des analyses qui ont été ajustées sur quand même pas mal de covariables. Mais moi, je ne pense pas qu'il fallait corriger une hyponatrémie hyperosmolaire. Bon, en tout cas, la seule correction à faire, c'est de corriger la cause de l'hyperosmolarité. C'est comme dans un diabète. On ne met pas en restriction hydrique un syndrome cardinal de diabète. Oui, non, mais je pense que j'ai deux questions. Une, par rapport au dosage que vous avez fait par rapport à l'icodextrine, vous avez regardé à quel moment, parce que les dosages étaient faits le matin, En fait, ils avaient quand l'extranier, enfin soyons clairs, pour parler simplement. Et donc ils arrivaient, est-ce qu'il y a, si tu fais les mêmes tests après deux poches sans icodextrine, ou juste après cette dicodextrine, est-ce que ça a une influence? C'est quoi la rapidité d'élimination et ou de métabolisme du maltose? Probablement qu'ils sont une situation d'équilibre. Donc en fait, Donc ça change rien. ça change Et rien. vous voyez pas, il n'y a pas une. Après, on n'a pas de. Question d'un point de vue horaire, parce que là, ils sont tous sous icodextrine. C'est vrai, on n'a pas démontré cela dit. Mais On n'a pas vu de différence entre les patients, par exemple, qui sont sous DPA versus DPCA, donc quand même ont des protocoles très différents. Et on n'a pas vu de différence sur les volumes d'icodextrine qui sont infusés. Et la durée d'exposition. Donc il suffit d'avoir de l'icodextrine. Vintage. Et il n'y a pas non plus, il y avait une assez forte corrélation entre le taux de maltose qui était réalisé à la première visite et le taux de maltose qui était réalisé à la deuxième visite. Donc on a quand même l'impression, comme dit Stéphane, que ça reste un état Vous n'avez pas eu envie de vous amuser de dire à un patient qui revenait pour sa deuxième visite, tu prends pas d'extranil pendant une semaine avant, comme ça? en fait, on a les données, enfin pas nous, mais c'est tout à fait dans la littérature, c'est qu'on sait que l'icodextrine, parce qu'il y a la question de l'accumulation de maltose, Bah oui, oui. et est-ce que ça a des conséquences? Les études ont fait qu'on regardait si en arrêtant l'icodextrine, on arrive, et ben, au bout de 15 jours, la maltose disparaît complètement. Donc en fait, ça ne s'accumule pas, mais ça met une quinzaine de jours à disparaître. Et donc probablement que c'est une situation. C'est D-state, Ils sont visés. c'est Voilà. quand même sur 24 heures. Entre deux points, vos deux visites. C'était assez stable, justement, les deux. Et il y a un dernier point, c'est qu'il y a un des patients qui n'a pas d'icodextrine. Mhm. On n'a pas prévenu Nicolas. On voyait, il n'a pas trouvé de maltose. Ils sont durs, hein. Ah, il y a pas de- J'ai une autre question qui est un peu plus, bon, pas ésotérique. On a beaucoup parlé des aquaporines aussi sur la membrane péritonéale. Ça fait partie, pas des serpents de mer, je pense que c'est important. Et Il n'y a pas de lien dans vasopressine, aquaporine de la membrane. on est bien d'accord. Ouais. Non, mais si jamais, voilà. Et après, alors, Des histoires même. en fait, on s'est posé la question. Oui, parce que Nicolas avait fait la génétique, Bah oui. mais en fait, c'est pas sur les mêmes patients exactement. C'est pas les mêmes patients et c'est pas les mêmes aquaporines. Parce que C'est pas les mêmes Si on avait testé le milligramme. Ouais. On l'a fait sur tes patients. Enfin, rappelez peut-être pour que tout le monde n'est pas. Bah, il y a variable. Voilà, et sur le Nouvel-An, vous avez montré Non, vas-y. il y a des filières déficit et donc en fait, l'eau, il y a 10% des patients qui ont probablement un variant entre les morts de est moins efficace l'aquaporine pour c'est moins efficace. l'eau, mais en fait, c'est trop Pour rare. pour la délice péritonéale. Patient qui ont cette mutation. Le variant. l'aquaporine, ah, oui, pardon. Mais c'est la cocoïne 1 et donc ça n'a rien à voir. Oui, pour la question posée, on aurait pu se poser la question, comme c'était aussi une histoire d'hyponatrémie dans ce travail-là, ça pouvait jouer. En fait, on l'a testé, mais le variant est trop rare. Une population de 25 si tu veux avoir un homozygote. Oui. Et en plus, c'est comme ça n'a pas été fait, le dosage le test génétique n'a pas été fait au même moment que le moment où on a fait cette étude. Du coup, ce n'est pas exactement les mêmes patients. Donc, il y a pas mal de patients qui sont dans cette étude pour lesquels on n'a pas le dosage.
On n'a pas le variant. Le variant. Mais en fait, il nous manque quelques analyses à faire, parce que probablement qu'il y a d'autres choses. Parce qu'on a l'icodextrine préserve la durée résiduelle, en fait. C'est un peu contradictoire par rapport aux résultats qu'on a. C'est que tous les papiers montrent que les gens sous icodextrine ont une durée résiduelle préservée plus longtemps. Peut-être sous l'effet osmotique, de la durée osmotique induite par le maltose. Donc il y a probablement d'autres choses qui interviennent, et probablement les secteurs et les volumes intracellulaires, c'est une passion qui tombe. Hydratation intra, extra, hyperhydratation, il faut dans les diagnostics d'hyponatrémie. Et là, c'est pas que le maltose. C'est pas forcément contradictoire avec ce qu'on dit. Bah, le maltose, c'est un effet osmotique. Et donc, ça entraînerait une durée osmotique un peu comme l'urine. Même si on l'accumule. Bah, ça aurait fait un effet osmotique. Et c'est une des explications pourquoi les gens auraient une durée conservée sous maltose. Et c'est pas forcément contradictoire. C'est-à-dire que nous, on n'a que des patients qui sont sous icodextrine. Donc, c'est possible que ce soit globalement vrai, mais qu'il y ait certains patients qui absorbent particulièrement du. Parce qu'en fait, il y a des patients qui ont je crois, jusqu'à 15 millimoles par. Le maximum, c'est 15 millimoles par litre de maltose. C'est énorme, en fait. Donc, il y en a qui en absorbent beaucoup. C'est notamment les patients qui ont la durée de vie la plus faible. Il est aussi à l'UF qu'on fait avec la poche ou non? Non, mais c'est corrélé à la durée résiduelle et à la fonction rénale résiduelle. C'est-à-dire que ceux qui sont anuriques, c'est eux qui vont absorber le plus de glucose, parce qu'en fait, le maltose, ils ne peuvent plus s'en débarrasser. Ils peuvent s'en débarrasser que par voie péritonéale, ils ne peuvent pas s'en débarrasser par les urines. C'est votre message, c'est qu'il faut aussi associer des poches de dialyse sans icodextrine, isotonique ou nutrinique, pour pouvoir éliminer le maltose. Imaginer que plus tu l'accumules, ton maltose, moins ta poche est efficace dans le temps Non, elle est efficace, c'est juste que tu as du maltose qui s'accumule si ton patient est olygurique, mais d'un autre côté, tu ne peux pas t'en sortir chez un patient olygurique en dialyse péritonéale sans icodextrine. Une espèce de cercle vicieux. Mais si tu veux éliminer le maltose, il faut ajouter des poches de glucose qui vont te permettre d'éliminer le maltose par la dialyse péritonéale. J'ai encore deux toutes petites questions éventuellement. Enfin non, c'était une remarque là sur les immunoglobulines intraveineuses qui font partie. Vous savez que ça fait pas. Hein non, c'était pas là, hein, mais je suis revenu sur toute ta. Mais ça, c'est juste que c'est différent. Oui, bien sûr. C'est une question d'automate, là. Parce que, en fait. C'est des fausses. Voilà, comme on a une. Là, c'est vraiment une fausse hyponatremie. C'est-à-dire que, comme dans le dosage. D'ailleurs, on a dosé les protéines pour ça. En fait, quand on fait le dosage, là, Nicolas contredira si je dis une bêtise, mais quand on prend un tube vert de ionogramme, il y a un petit tube finalement, où on peut faire plein de trucs, le ionogramme, le bilan hépatique, la tropo, la créate, etc. Et pour ça, en fait, on centrifuge, après on récupère le plasma, il y a une phase solide, une phase liquide. La phase solide, c'est les protides et les lipides, et on récupère la phase liquide et on fait un facteur de dilution et on va pouvoir faire plein de dosages. Mais ce facteur de dilution, il sera faux s'il y a un excès de protides ou de lipides, et du coup, on peut avoir une natrémie qui serait un petit peu faussée, un peu trop basse. Et la solution, normalement, pour régler ce problème, c'est de faire un dosage sur un échantillon qui est non dilué. Et pour ça, si on utilise une machine de gaz du sang, dilue pas, et donc on peut avoir une natrémie. Oui, non, mais c'était juste pour reprendre ce tableau, parce que on apprend plus jeune justement que les fausses, c'est avec le glucose et puis le cholestérol, etc. Mais cholestérol, c'est faux. Glucose, c'est faussement. Voilà. Non, mais finalement, pas sûr que tout le monde, il n'y a pas que des grands physiologistes, moi non plus d'ailleurs. Et j'ai une dernière question, après mais j'arrête. Donc, on a parlé du tolvaptan. Les glyphlosines, là, il y avait des patients qui en avaient ou pas? Non. Aucun. Et ça pourrait avoir un effet. Hein. C'est quoi ton traitement de départ? Ça augmente l'élimination du sucre, donc. Oui, c'est non, mais on a dit justement, on l'utilise parfois. Moi, je l'utilisais parfois pour des hyponatrémies. Non, pas en bébé. Alors, sur sur l'hyponatrémie, pour le coup, il y a un papier qui montre assez bien que ça marche. Oui, absolument. Et ça pourrait être intéressant pour augmenter un peu la durée en DP. Avec Jean-Bas, mais ça n'a jamais été regardé, ça en DP, non. D'ailleurs, je ne sais pas si ça augmente aussi l'élimination du maltose, peut-être. Ça augmente l'élimination du glucose, je ne sais pas si ça augmente l'élimination du maltose. Enfin bon, ça vaudrait peut-être la peine de. Non, mais en fait, il y a des céréales, on peut convertir le maltose en glucose, et dans le tubule rénal. Est-ce que ça pourrait marcher? Donc peut-être. Mais je posais la question. C'est peut-être plutôt des IGT2 que des tolvaptan qu'il faut mettre dans les. C'est un peu la question que je me posais. On devrait en mettre pourquoi?
et refaire Et le deuxième maltose un après. deuxième maltose. Non, mais Moi, j'ai une question mais qui a rien à voir. Là, je suis en train de lire le tableau. Je comprends pas. Par quelle cause of non-hypotonique hyponatrémia? Et puis, tu as le deuxième item, c'est la présence d'osmol qui n'induisent pas d'hyponatrémie. Ouais. Alors, en fait, il y a un truc. C'est C'est hyperosmolaire. vraiment taux d'osmolarité, mais Non, mais t'as raison, c'est faux. mais- C'est pas une cause. C'est une cause C'est une cause d'hyponatrémie. c'est pas une cause d'hyponatrémie. L'urée, c'est pas une cause d'hyponatrémie. C'est plutôt une cause de. Sauf que là, dans le tableau, on parle de cause d'hyponatrémie. Oui, mais D'hypotonie. oui, mais en dessous, ils écrivent presence of ineffective, but do not cause hyponatrémie. Oui, sauf Mais c'est vrai que c'est l'hyponatrémie. Oui, mais c'est pas mon faute, ça. ah, c'est pas toi. Ouais. Mais t'as raison. L'urée à haute concentration a un pouvoir similaire. quand même. Ouais. En fait, non, d'après ce que j'ai compris, hein, il y a des transporteurs de l'urée dans les membranes cellulaires qui font que très rapidement, l'urée est capable de se mettre à l'état d'équilibre entre le secteur intra et le secteur extra. C'est vrai que quand tu fais une dialyse d'un patient qui a 80 millimoles d'urée et que tu le dialyses pendant 8 heures, il ne se réveille pas parce qu'il y a un certain nombre de déséquilibres. Mais en dehors de ces situations-là, l'équilibre se fait assez rapidement. C'est pour ça qu'ils considèrent que ça n'entraîne pas d'hyponatrémie. Et c'est vrai que quand on a 60-80 millimoles d'urée, on n'a pas d'hyponatrémie en défaut. Oui, sauf que c'est listé dans les causes d'hyponatrémie. C'est pour ça que je. Ouais, et c'est pour ça que c'est plutôt il faut se méfier de la mesure de l'osmolité plasmatique. Bon, bah, très bien, merci infiniment surtout déjà de ce beau travail collaboratif du service et puis de ta venue. Et puis finalement, il y a plus de nez ici. Ah ouais. Voilà. Et au revoir à tous les autres et j'arrête l'enregistrement.